Chers amis, chers abonnés, chers collègues, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet dont on me parle très régulièrement au cœur de mes consultations. La relation virtuelle. Elle génère bien évidemment des avantages, mais aussi des inconvénients. Ce qu'il faut savoir, c'est que une relation virtuelle, c'est une relation. On ne peut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle existe. L'autre, il est bien là. Mais il est bien là et on a une relation avec lui sous une forme, bien évidemment, différente d'une relation qu'on pourrait avoir en présentiel. L'autre, il existe. On n'a pas inventé un objet. On est bien d'accord, l'objet existe bien. L'objet au sens psychanalytique, autrement dit la personne. La personne aimée à distance ou qui aime à distance, elle existe. Elle n'est pas inventée. La relation n'est pas inscrite dans la réalité, mais elle est inscrite dans une forme de réalité, mais en tout cas elle est inscrite dans la réalité du sujet. Toute la question donc c'est ça, c'est à quoi correspond cet objet choisi, objet aimé, objet d'amour, parce qu'en général quand les gens vous parlent d'une relation à distance, ce n'est pas d'une relation amicale, ce sont des relations dites d'amour. Alors, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est plein de choses, c'est à quoi correspond cet objet choisi, sélectionné. Parce qu'à partir du moment où l'être humain rentre dans une relation dite virtuelle, qu'est-ce que ça veut dire le virtuel? Des gens qui ne se sont jamais vus, même pas de photos, jamais entendus au téléphone, c'est un type de relation virtuelle. Des gens qui ne se sont jamais vus, ne se connaissent pas, mais échangent des photos, c'est encore un autre type de relation virtuelle. Sachant que cette photo, c'est un moment figé de la personne, de l'autre, celui qui est aimé à distance ou qui aime à distance, mais sachant que les photos, en règle générale, sont les plus embellies, on n'envoie pas les photos les plus pourrites, pardon pour l'expression. Voilà, on envoie une photo embellie, qui en général a quelques années, et ainsi de suite. Donc, quelque chose qui participe au fantasme, à l'érosion du fantasme, du désir, de la projection, et ainsi de suite. Oui. Si ce n'est qu'une photo, c'est un moment figé de l'être humain. Il y a un truc dont je voudrais parler tout à l'heure, c'est le fameux FaceTime, le propre du virtuel. C'est que les sentiments, ils existent, ils sont ressentis, ils existent, ils ne sont pas inventés. Ils ne sont pas inventés. Mais par la distance, avec agrément ou non, ou les deux, ils sont exacerbés. Tout est vécu de manière exponentielle. Voilà, les incompréhensions sont exponentielles, les amours, les ressentis, les sentiments sont exponentiels, tout est exponentiel. Alors, ça peut représenter un agrément parce que l'être humain ressent des choses très fortes dont il a besoin. La pire des choses pour l'être humain, c'est de se réveiller le matin et d'avoir l'impression de ne pas exister, affectivement parlant, de ne pas recevoir ce dont il a besoin, de ne pas pouvoir aimer, parce que l'être humain a aussi besoin d'aimer, il a besoin de recevoir de l'amour, mais il a besoin d'aimer, et il a besoin d'échanger. Derrière tout ça, il y a quoi? Il y a de la considération. L'être humain, il a besoin d'être considéré. Donc, entre guillemets, inconsciemment, il va tenter de trouver des systèmes pour trouver cette considération-là. En règle générale, une relation à distance est bien évidemment ultra considérante, ce qui n'empêche pas de ressentir des choses extrêmement violentes et parfois négatives. Les embrouilles, alors vous pensez bien que la distance, ça accroît les bons sentiments, les belles déclarations, mais ça accroît aussi les prises de tête, bien évidemment. Et c'est pas tellement l'histoire des prises de tête, parce que c'est toujours un petit peu embêtant ça les prises de tête, c'est comment on résout une prise de tête, comment on résout un hiatus relationnel, une incompréhension, une mauvaise interprétation, comment on peut la résoudre et sous quelle forme d'échange. Voilà. Les mots sont tous un petit peu équivoques, et d'une quand ils sont prononcés, et de deux quand ils sont écrits, et donc ils sont interprétables de mille et une manières, ils sont interprétables de manière extrêmement positive. Des fois vous tenez un discours neutre à quelqu'un, mais il vous voit tellement de manière embellie que même si vous dites des choses pas extraordinaires, il les entend comme extraordinaires. Ça c'est fabuleux ça. C'est normal, c'est de l'interprétation. Voilà. Il y a des gens qui vous voient avec un mauvais œil, donc quoi que vous leur disiez, c'est interprété négativement. Voilà, ben ça, cette logique-là
je dirais presque cognitives, hein, d'une certaine manière. Ces pensées-là, ces projections-là, ce que l'on prête à l'autre, elles sont très intéressantes. Donc la distance exacerbe potentiellement les deux. Je dis bien exacerbe parce que forcément tout ce qui est de l'ordre du ratage va générer des complications considérables et des prises de tête considérables, mais après tout, se prendre la tête avec quelqu'un, ça vient surtout dire que on n'est pas seul et il y a de l'autre. Il y a de l'autre quelque part qui est là, avec qui on est en interaction. Et l'être humain, je reviens à mon point de départ, l'être humain, il a besoin, c'est une nécessité, il a besoin de sentir qu'il n'est pas seul, qu'il existe, qu'il peut aimer quelqu'un, qu'il peut déposer sur quelqu'un un certain nombre de choses, lui raconter, entre guillemets, parce que bien souvent on est plus dans l'écrit qu'autre chose. Voilà, ça c'est un autre souci, mais ça c'est une autre affaire. Et que ce quelqu'un-là peut lui renvoyer quelque chose d'agréable. Donc c'est ça qui est intéressant. Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans des relations virtuelles parce qu'ils sont seuls dans leur vie, et qu'ils ne le supportent pas bien, mais qui peuvent supporter d'être seuls. Mais il y a des gens qui sont dans des relations virtuelles alors qu'ils sont en couple. Mais en général, des couples qui ne vont franchement pas bien. Voilà. Donc, la relation virtuelle va représenter un petit îlot sécurisant avec de l'affectif paroxystique très élaboré qui permet effectivement de ressentir des choses, de reprendre confiance en soi. L'autre renvoie une image sans le savoir parfois, mais il renvoie une image positive, il y a des mots, il y a un discours, il y a une croyance, je crois en toi, vas-y bats-toi, tu as des qualités, je suis avec toi. Mais vous imaginez pas comment l'être humain a besoin de ce genre de discours. Et quand il ne l'entend pas dans son quotidien, dans sa réalité, avec les gens qui l'entourent, mais effectivement, il est capable, entre guillemets, c'est pas conscient, mais il est capable d'aller le chercher dans une relation purement virtuelle. Le virtuel, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que plus le virtuel est un rituel hein, aussi. Mais c'est pareil, ça donne du sens, ça donne des points de repère. La relation virtuelle donne des points de repère. L'être humain en a besoin. Il ne peut pas se passer de points de repère. Donc le virtuel s'explique de nouveau, voilà une explication supplémentaire, le virtuel crée des points de repère. L'être humain a besoin de points de repère. Tant qu'il n'en a pas de fixe et de fiable, il va s'arc-bouter sur des points de repère qui peuvent être plus ou moins virtuels. Parce qu'il y a souvent une chose que j'entends moi dans ce que mes patients me racontent, c'est j'aimerais toucher l'autre, j'aimerais sentir l'autre, et ils se le disent. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le virtuel, c'est pas mal, c'est un point de repère, ça veut dire qu'on n'est pas seul, qu'il y a quelqu'un qui pense à nous, qui est là pour nous, qui nous renvoie des choses positives, et ainsi de suite. D'accord, mais il va manquer quelque chose qui est l'essence même de l'être humain. Il y en a deux d'ailleurs. C'est comment on se parle quand on est côte à côte, sans filtre, sans écran. C'est le cas de le dire, sans écran entre une parole échangée à une personne auprès d'une autre personne. Ça, c'est la première des choses. Mais concomitamment à ça, le toucher. Le toucher. Bon, je ne vous parle même pas des relations sexuelles, bien évidemment. Voilà. Vous pouvez faire ça virtuellement, vous pouvez faire ça au travers d'un écran, d'accord, c'est pas du tout la même chose que si vous aviez une relation avec votre partenaire. Donc ces éléments-là, ils vont très vite rentrer en interaction, ils vont très vite graviter autour de la relation virtuelle, et ils vont très vite non seulement la questionner, et ils vont vous mettre face à pas des paradoxes, mais face à une réalité qui fait que vous pouvez composer avec les points de repère, avec tout un tas de choses, mais vous avez un mal fou à composer avec la frustration, c'est-à-dire la frustration du toucher, la frustration du regard de l'autre réellement, la frustration des émotions en lien avec la présence de l'autre, la frustration du toucher, voilà, et ça, le propre du virtuel, c'est qu'il peut générer de la souffrance, parce que quoi qu'il arrive, vous êtes du côté de la frustration sur ce terrain-là. Et que le maintien finalement d'une relation virtuelle, dite virtuelle, c'est-à-dire à distance en fait si vous voulez, le choix vous l'avez toujours, hein, vous rentrez dans une relation virtuelle, vous avez le choix d'y rentrer, rester, sortir, voilà, vous avez ce choix-là. Ce qui est intéressant, c'est pas le choix que vous faites, c'est à quoi ça correspond. Voilà. Et est-ce que ce dont à quoi ça correspond, est-ce que c'est susceptible de générer un maintien, ou est-ce que c'est susceptible au long cours de générer plutôt un désir de cessation. Voilà. Et quel sens ça a dans potentiellement la réalité. Voilà. Mais il y a, je le disais tout à l'heure, en amont, il y a des relations virtuelles pendant des années, aussi incroyables que ça puisse paraître, quelles qu'elles soient, mail, épistolaire, donc à l'écrit, à l'ancienne comme on dit, que ce soit FaceTime, ce que vous voulez, et où les gens ont mis des années avant de se voir. Ça c'est très intéressant aussi. Parce que ça vient dire
la réalité ne nous rassure pas, on reste sur ce terrain-là. Le virtuel, c'est plutôt une fuite de la réalité, mais est-ce que ça répond à ce dont l'être humain a pleinement besoin? Et sur certaines choses, non. La parole échangée côte à côte, c'est pas la même chose. Le toucher, c'est pas la même chose. Puisqu'on est dans des relations dites amoureuses, l'amour à distance, ça me paraît un petit peu compliqué. Et le regard sans écran, sans filtre. Voilà. Donc ça, forcément, la relation à distance, c'est une frustration. Comment dépasser cette frustration? Tout ce qui constitue l'aspect virtuel d'une relation peut être singulièrement fragilisable et fragilisé, rentre dans une incroyable zone de turbulence dans sa confrontation à la réalité, tout simplement. Les gens qui sont dans une relation virtuelle, quand ils vont éventuellement la faire basculer dans la réalité, il faut qu'ils acceptent que les modalités de fonctionnement soient différentes. Voilà. S'ils l'acceptent, ils vont trouver de nouveau des éléments dans la réalité pour partir sur la base de leur relation virtuelle, mais ils vont trouver des éléments qui vont leur permettre effectivement de basculer, de s'ancrer, de s'arrimer dans la réalité. Mais si dans la réalité ils veulent faire avec les éléments avec lesquels ils composaient dans le virtuel, ils n'ont quasiment aucune chance de s'en sortir parce que ce sont deux mondes. Je parlais de l'interface tout à l'heure, FaceTime par exemple, c'est une interface. C'est-à-dire que ça permet quand même de rapprocher un petit peu de la réalité, mais n'oubliez jamais, prenez conscience que rapprocher de la réalité n'est pas synonyme de la réalité. Ça s'en rapproche. C'est un ersatz, si vous avez par là, de la réalité, mais ce n'est pas la réalité. Parce que l'écran, effectivement, favorise des choses, mais protège aussi d'autres choses. Quand les gens ne sont plus face à un écran, ils ne sont forcément plus les mêmes. Entre ressentir des choses au travers d'un écran pour quelqu'un et ressentir des choses pour quelqu'un sans écran, c'est-à-dire avec sa présence physique, eh bien c'est complètement différent. Ça, il faut le savoir. Et il y a beaucoup de gens qui croient qu'en ressentant des choses extrêmement fortes, via FaceTime et via le téléphone ou autre internet, ordinateur, eh bien attention, ce n'est pas gagné, ils peuvent avoir des ressentis, des émotions fondamentalement différentes quand ils seront dans la réalité. Voilà. Le téléphone d'ailleurs est aussi un moyen de faire écran, c'est le propre d'un écran d'ailleurs, le FaceTime, de faire écran, mais écran ça peut vouloir dire tant de choses, ça peut être un écran sur lequel on projette, bien sûr, donc favorablement, mais ça peut être un écran d'une forme de protection. La manière dont on est derrière un FaceTime ou derrière une caméra, effectivement, vous enlevez la caméra et vous avez les gens en face de vous, eh bien attention à quel degré l'écran de la caméra représente en lui-même un écran. Voilà. Et écran égale une forme de protection, vous le savez très bien. À quel degré les gens seraient identiques s'il n'y avait pas l'écran. Ça c'est passionnant. Chers amis, à très bientôt.